Donc bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour cette dernière intervention qui clôturera cette journée d'études. Donc pour cette troisième et dernière thématique, nous nous intéresserons aux questions d'éthique et de consumérisme autour de l'exposition de la marque. En effet, comme en témoigne la sphère médiatique, l'exposition autour de marques questionne et divise au sein même du monde muséal et au sein des publics. Certains y voient une manière de faire rayonner leur établissement au travers de la marque exposée. D'autres, au contraire, voient en cette pratique un moyen plutôt détourné pour cette marque de se vendre. Se posent alors des questions sur les motivations ou sur les avantages des deux parties, ou encore sur la place de l'institution. Est-il donc possible d'allier déontologie et bénéfice? Et donc pour en discuter, nous accueillons Bernard Asquenoff. Donc bonjour. Bonjour. Asquenoff, vous êtes auteur, blogueur, journaliste et fondateur du blog Louvre pour tous. Vous vous intéressez au fonctionnement des musées, au respect de leur mission de service public, à la place des publics en leur sein, mais également au mécénat et à ses éventuelles dérives commerciales. Donc, je vais maintenant vous laisser la parole et on pourra échanger par la suite. Bien, merci pour l'invitation et bravo pour la journée malgré toutes les vicissitudes du moment. Donc effectivement, je ne vais pas faire un cours magistral sur un sujet aussi vaste et sérieux. Moi, c'est juste mon expérience de blogueur et de journaliste sur des sujets qui m'intéressent depuis que je m'intéresse au musée. Et donc, ce que j'ai toujours remarqué, enfin, ce qui est une évidence, c'est qu'il y a toujours une tension entre le musée et le secteur marchand, en sachant que le musée à l'origine était gratuit et que souvent c'est perçu comme deux univers totalement irréconciliables et que le secteur marchand viendrait dégrader l'image du musée, qui serait un peu hors du temps et hors de tout. Alors bien sûr, le musée est sans but lucratif, mais néanmoins, il possède une économie et qui s'adapte en fin de compte à l'époque, à chaque époque, quoi. Mais il reste perçu comme un temple et comme pour l'Église, il faut chasser les marchands du temple. Donc il y a toujours cette relation un peu conflictuelle entre les deux univers. Euh, euh, donc le musée vit dans la société et pour augmenter ses ressources propres, ce qui est demandé par les pouvoirs publics de plus en plus, il s'adresse à là où il y a de l'argent, c'est-à-dire au secteur commercial. Et enfin voilà, on vit dans une société de consommation qui est celui des entreprises. Et maintenant, dans un monde de marques, et en fin de compte, le musée, il fait avec l'époque dans laquelle il s'insère, quoi. Euh, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que la marque est omniprésente dans les musées à tout niveau, c'est-à-dire qu'elle s'affiche sur les bâches publicitaires, elle est par le mécénat, par certaines expositions. Et donc il y a un sentiment effectivement que le musée un peu est cerné par cette notion, mais en fin de compte, c'est parce que nous, en tant que citoyens, nous sommes nous-mêmes cernés par les marques, nous vivons dans un monde de marques, quoi. La première notion, on peut parler du mécénat, bien qu'on ne va pas s'attarder sur le sujet. C'est un sujet quand même qui a énormément été débattu sur son caractère vertueux ou pas. C'est un débat permanent. Ce qu'on peut dire, c'est que le mécénat d'entreprise est de moins en moins désintéressé, s'il l'a jamais été, bénéficiaire de contrepartie. Il faudrait plutôt parler d'opérations de communication. On voit que dans l'évolution de que la loi a permis à l'entreprise et aux bénéficiaires d'en faire la publicité, ce qui n'était pas le cas. Et je crois que c'était en 2004 que le CSA a permis qu'on parle des mécènes, des entreprises mécènes à la télévision. Donc on voit que le souci de l'image est fondamental dans une action de mécénat pour l'entreprise. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on se demande qui sert qui. Si le musée ne légitime pas euh, la marque et qui se servirait du mécénat pour redorer son image ou pour dorer son image par stratégie commerciale et parfois dans des moments un peu critiques pour elle, quoi. Alors, c'est une question qu'on peut se poser, on en a un peu parlé avec le sujet des expositions qui ont pour sujet l'entreprise ou une marque ou un créateur de marque. Euh, enfin, moi, ce que j'ai toujours pensé, que c'est un vrai sujet d'exposition. Euh, Tout dépend comment la chose est présentée. Enfin, on l'a vu dans les différentes interventions.
Mais il y a une difficulté quand même qu'on voit à chaque fois, c'est que c'est difficile pour un musée qui veut faire une exposition sur une marque de faire sans la marque, souvent qui possède les archives. Et donc, il y a quand même une dépendance pour traiter le sujet avec la marque quand la marque est vivante. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas. C'est rare de voir une exposition sur une marque défunte. Et d'ailleurs, on peut s'interroger pourquoi. Et donc, c'est vrai que le fait qu'il y ait une collaboration un peu obligée entre le musée et la marque rend tout de suite suspect l'objectivité, quoi. Il y a toujours un petit doute. Euh, en sachant, et là, bon, j'ai retrouvé cette phrase du code de déontologie de l'ICOM qui précise que quelle que soit la source de financement, les musées doivent garder le contrôle du contenu et de l'intégrité de leur programme, exposition et activité, quoi. Et donc, c'est quand même bien de le rappeler. Et donc, même si le sujet est légitime de parler d'une marque ou d'une entreprise, il y a effectivement des expositions qui sont quand même assez suspectes et qui ont été assez suspectes, qui a créé le terme public exposition. Comme l'a dit Olivier Gabet, c'est vrai qu'il y a des lieux un peu dédiés, comme le musée des arts décoratifs. C'est pas choquant de voir une exposition de mode dans un lieu voilà, où la mode fait partie de ses collections et de ses missions. Il est plus curieux des fois de voir une intervention euh, d'une marque dans des musées qui ne sont pas liés à ce sujet. Alors moi, je sais qu'il y a une des premières expositions qui m'avait un peu intrigué, c'était l'exposition Voyage en capitale, Vuitton et Paris, qui était au musée Carnavalet en 2010. Moi, c'est un peu cette exposition qui m'a lancé dans le sujet des publics expositions, parce que je trouvais qu'il y avait, bon, il y avait une dépendance très très forte avec la marque, et il y avait des informations carrément fausses dans l'exposition, ce qui posait problème. Et une autre exposition moi, qui m'avait assez marqué, c'était l'exposition sur le numéro 5, Culture Chanel au Palais de Tokyo en 2013, qui s'avérait être une location d'espace. Et alors c'est là où il y a un petit souci, c'est qu'un musée soit maître de son exposition, en face un sujet d'exposition, c'est une chose, mais c'est vrai qu'on a vu se développer pendant quelques années des expositions qui étaient en réalité des locations d'espace, ce qui était le cas au Palais de Tokyo. Ils appelaient ça le guest programme, de manière très plus correcte, politiquement correcte. Mais bon, c'était la marque qui louait le lieu pour faire son exposition. Euh, ça poserait pas de problème si à la limite le public avait l'information, mais ce qui n'est jamais le cas. On a vu la même chose au Grand Palais avec une exposition Vuitton. Donc c'est vrai que ces expositions où c'est la marque qui se met elle-même en scène, c'est encore plus, entre guillemets, suspect et problématique. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on mélange un peu tout, ça je suis d'accord, entre les musées dont c'est un peu la mission, et puis des incursions un peu étranges. Alors, c'était très intéressant de voir l'intervention sur Louboutin au Palais de la Porte Dorée, parce que c'est vrai qu'à première vue, ça apparaissait comme un ovni dans cet établissement. Moi, je sais que pour l'avoir vu, d'abord, j'ai trouvé que c'était une super belle exposition, que c'était moins une exposition de marque que l'exposition d'un créateur, et que effectivement, dans son itinéraire personnel et dans les valeurs qu'il portait vers les cultures des autres, moi, je trouvais qu'elle avait sa place au Palais de la Porte Dorée, mais c'est vrai que ça pouvait interroger, quoi. Donc ces publi-expositions, il y a eu énormément, enfin il y en a toujours à l'étranger, et on voit bien que c'est vraiment là, les marques de luxe font des expositions là où elles vont s'implanter commercialement, et qu'il y a un lien très fort entre ces deux notions. Le PDG de Cartier avait parlé pour une exposition en Chine de stratégie de pénétration du marché. Donc c'était clair, en même temps il y a une volonté de faire connaître à un public nouveau la culture de la marque, mais bon, c'est une manière de s'implanter aussi commercialement. Donc juste pour enfin, redire ça, c'est que moi, ce qui me choque, c'est le manque d'informations publiques sur la nature de l'exposition, et qu'il faudrait, dans la presse, il existe le terme publi-reportage, publi-information, et à certaines manifestations, il faudrait qu'il y ait écrit publi-exposition. Moi, je trouve que ce serait plus honnête. Et ensuite, comme un peu pour le mécénat, on se dit que viennent chercher les marques dans les musées, si ce n'est une patrimonialisation de leur marque,
de s'acheter une aura culturelle et que ça peut aussi faire partie d'une stratégie commerciale. Et le dernier sujet dont je voulais parler, c'est l'alliance de marque, donc on l'appelle co-branding en anglais. Ça, c'est un phénomène assez nouveau dans les musées, enfin en français, qui apparaît comme un nouveau gisement de ressources. Je crois que c'est François Berès qu'on a parlé au début, effectivement, avec le rapport Jouyet-Lévy sur l'économie de l'immatériel. Ça s'inscrit vraiment là-dedans, que le musée possède une image qu'il souhaite défendre et valoriser économiquement. C'est une injonction des pouvoirs publics, du ministère, de la Cour des comptes et de la mission l'appui au patrimoine immatériel de l'État qui conseille les entités publiques pour développer leur marque. Sachant que ça rencontre l'activité de merchandising qui devient quand même assez ancienne dans les musées. Très tôt, de toute façon, il y a eu déjà le secteur de la calcographie au Louvre qui vendait les estampes, les reproductions d'œuvres. Le secteur commercial au Louvre a été créé en 1922, en même temps qu'il devenait payant, ce qui n'est pas pour rien. Donc c'est beaucoup plus ancien qu'on ne croit, le merchandising avec les produits dérivés. Et ce phénomène d'alliance de marque qu'on découvre un peu, on va dire violemment, avec l'opération Louvre-Uniqlo et dans le contexte du Covid, en fin de compte, ça fait plusieurs années que ça se prépare, que ça arrive, que c'est conseillé, que ça se professionnalise. Alors effectivement, ça ne concerne pas tous les musées, bien que beaucoup de musées le font sans que ça pose problème. Je pense au Mucem qui a fait des patogas, par exemple, une chaussure, voilà, unique. Le musée Rodin, depuis très longtemps, qui travaille avec des petites marques émergentes, c'est sa stratégie. Voilà, Versailles qui joue dans le luxe, on va dire assez naturellement, avec Hermès, Guerlain, enfin voilà. Donc, le Louvre attire toujours pareil la lumière, et donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'actions en même temps et qui ont fait parler. Mais il faut savoir qu'effectivement, cette mission d'appui au patrimoine immatériel de l'État, elle encourage les établissements publics à s'y adonner à travers 3 axes que je trouve intéressants. C'est effectivement pour développer les ressources propres, ça c'est une chose, pour contribuer à leur rayonnement et pour toucher de nouveaux publics. Là, c'est quelque chose qui peut intriguer. On ne voit pas le lien entre le fait de vendre des t-shirts avec la Joconde et toucher de nouveaux publics, mais déjà, les t-shirts avec la Joconde, il y en a depuis très longtemps dans la boutique du Louvre, sans que ça fasse spécialement problème. Et c'est vrai que le rayonnement de la marque, là, autant les touristes viennent et rapportent un objet qu'ils ont acheté à la boutique du Louvre, là, c'est la démarche inverse. C'est-à-dire que le Louvre devient présent à travers le partenariat d'Uniqlo, c'est-à-dire qu'il a une présence dans toutes les boutiques Uniqlo du monde, ce qui n'est pas rien. Une présence qu'on peut trouver trop ténue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de messages culturels à travers l'achat du t-shirt, mais n'empêche que c'est assurer un rayonnement, une présence dans un univers très concurrentiel, et qui est une façon, effectivement, mécaniquement, ça touche des personnes et ça touche, moi je pense, réellement de nouveaux publics. Donc c'est une opération assez nouvelle. Je pense qu'il va se développer de plus en plus. Et en fin de compte, les reproches qu'on peut lui adresser, c'est un peu le même que pour le mécénat. C'est est-ce que le musée ne légitime pas une marque? Est-ce que c'est le rôle d'un service public de faire la promotion d'une marque? Et donc, on en revient toujours au même problème, que ce soit le mécénat, que ce soit les expositions, c'est la relation du service public avec la commercialisation. Donc voilà, c'est les quelques idées. Je regarde s'il n'y avait pas des choses que j'ai oubliées. Oui, et puis effectivement, le fait que un musée légitime s'associe à une marque, il y a le danger que la marque véhicule un message négatif, ce qui arrivait avec Airbnb, ou quand le Louvre s'est associé à Airbnb, il y avait des grands conflits entre Airbnb et la mairie de Paris, donc la mairie de Paris n'a pas trop apprécié. Et Uniqlo, on rappelle, enfin Uniqlo et toutes les grandes
grandes sociétés textiles actuellement sont boycottées en Chine parce qu'il y avait des problèmes avec les Ouïghours, avec des ateliers, enfin la production du coton qui viendrait d'une région où les Ouïghours sont exploités. Donc, c'est aussi la difficulté de s'associer avec des marques, c'est que ça peut se retourner complètement, le message peut se retourner contre vous. Donc, c'est pas très simple, quoi. Voilà. Voilà mes quelques réflexions. Bah, merci pour ces réflexions qui sont très pertinentes. Et donc, vous nous avez évoqué le terme de publi-exposition. Est-ce que Ouais. vous pourriez revenir sur ce terme et le définir selon vous, s'il vous plaît? Ouais. Bah, effectivement, ça se copie sur le terme dans la presse de publi-information, publi-reportage, qui est encadré par la loi, c'est-à-dire qu'un média d'information ne peut pas confondre une page qui est une page publicitaire. Enfin, on le voit hein, dans des magazines, vous avez, je sais pas, la promotion d'un pays, je sais pas, la Tunisie, de l'Office du tourisme de Tunisie, et ça se présente comme un article, mais c'est pas le journal qui l'a produit, c'est l'Office de tourisme de Tunisie. Et la loi oblige à que ça soit clairement indiqué pour le lecteur. Et donc, on peut l'appliquer au monde des expositions. Quand une exposition s'intègre dans un musée alors qu'elle n'est pas produite par le musée et que c'est une réellement location d'espace et que c'est une opération de communication de la marque, il devrait être indiqué de la même façon public exposition. Merci. Et vous avez par ailleurs cité le code déontologique et l'exposition Chanel numéro 5 au Palais de Tokyo. Ouais. C'est vrai qu'on peut se demander quelle est la place des institutions dans le cas d'expositions qui sont données clé en main ou bah, lors de la location d'espace. Et est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une plus grande transparence de la part du musée ou en tout cas de la marque dans ce genre d'opération? C'est vrai que là, le Palais de Tokyo, c'était quand même enfin, c'était vraiment très, très gros, quoi, comme opération. Bon, le Palais de Tokyo n'est pas forcément dédié à la mode. Et il y a eu une succession d'expositions de mode. Il y a eu Chloé, enfin, je sais plus, il y en a eu 4 ou 5. Dans l'espace du Saut du Loup, qui est clairement l'espace dans le Palais de Tokyo qui est dédié aux locations d'espace. Et il y avait quelque part tromperie vis-à-vis du public, parce que le public venait au Palais de Tokyo et pouvait penser que c'était réellement une exposition du Palais de Tokyo. Ça n'était absolument pas le cas. C'était un espace livré clé en main à la marque qui produisait une exposition qui peut être très belle, qui peut être très bien. Enfin, voilà, ça n'empêche pas. Souvent, c'est gratuit. Et ça, effectivement, comme c'est très prestigieux, ça attire beaucoup de monde. Avec de la médiation. Enfin, je me rappelle, il y avait un livret très luxueux qui était donné à chaque visiteur. Enfin, dans des circonstances enfin, vraiment que tous les musées n'ont pas. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas il y avait pas la transparence. Le Palais de Tokyo se défendait donc avec cette appellation de guest programme pour ne pas dire que c'était des locations d'espace. Alors peut-être qu'il y a un terme plus glamour à trouver que location d'espace, mais en tout cas, le public mérite d'avoir l'information. C'est la même chose au Grand Palais. Il y a eu ça pour l'exposition Vuitton, qui n'était pas du tout une exposition du Grand Palais, et l'information n'était pas précisée du tout. Donc déjà, là, je pense qu'il y a quand même un problème déontologique. Merci beaucoup. Alors, on a reçu une question sur le chat et j'ai vu que Monsieur Gavet s'était connecté, donc je ne sais pas si vous avez aussi des remarques à faire par la suite. Donc, cette question est est-ce que l'association Musée-Marque, comme le Louvre avec Uniqlo ou Airbnb, etc., n'est pas aussi un moyen de répondre au désengagement de l'État vis-à-vis de ces musées? Ah, de toute façon, le Louvre ne se cache pas que c'est pour augmenter ses ressources propres. C'est un fait. Surtout enfin en ce moment, et aussi une baisse aussi du mécénat, ou le mécénat qui se déplace sur d'autres secteurs, sur l'humanitaire, le développement durable, etc. Donc, il y a un désengagement, pas au niveau forcément des subventions, mais il y a un encouragement très clair des tutelles
pour que le musée développe ses ressources propres, ça c'est clair. Et tout est fait pour encourager. L'alliance de marques en fait partie. Mais c'est vrai que c'est un mariage qui peut être choquant. Enfin, je trouve qu'on peut le voir du bon côté ou du mauvais côté, parce qu'il y a une réelle diffusion de la présence du Louvre à travers ces opérations. Euh, le désengagement de l'État, de toute façon, c'est toujours le même débat. Il y a un encouragement à augmenter les ressources propres par tout moyen. Donc là, effectivement, c'était quelque chose qui n'avait pas été encore très exploité en France et qui va certainement se développer. Euh, et où tout le monde y trouve son compte, le musée et la marque partenaire. Personnellement, je trouve qu'à la limite, c'est peut-être moi, ça me choque moins que des opérations de mécénat. Je trouve qu'ils sont plus ambigus. Là, moi, dans l'opération Louvre-Uniqlo, je comprends tout de suite que c'est une association commerciale. Et à la limite, ça me choque moins que des opérations qui se présentent comme très culturelles, etc. Et qui, voilà, il y a une création de t-shirts à la base avec la Joconde et c'est vendu dans des magasins. L'argent revient en partie au Louvre comme ça existe déjà depuis longtemps, comme je vous disais, dans les boutiques. Bah, merci. Et donc, Olivier Gabé, si vous avez des remarques, on peut vous écouter désormais. Non, mais je dirais dans le même sens que Bernard. Bonjour Bernard. Je dirais dans Bonjour. le même sens que Bernard, c'est que on peut pas quand même totalement parler d'un désengagement de l'État, parce qu'on l'a vu en plus dans l'année qui vient de s'écouler. Il a pris ses responsabilités très lourdement, parce que j'ai jamais vu un tel déploiement comme ça, à situation exceptionnelle, soutien exceptionnel. Et vous l'avez vu cette semaine, même auprès d'établissements qui ne sont pas des établissements qui relèvent de l'État, je pense au château de Chantilly. Bon, il y a quand même l'idée de prendre sa responsabilité. Donc ça, on ne peut pas tout dire ça. Là où je rejoins aussi Bernard, c'est que c'est plutôt nous engager, nous, euh, à essayer de compléter, parce que de certaine manière, l'État continue, il baisse quelquefois ses subventions, surtout sur les plus grosses institutions, mais il continue quand même à soutenir. Moi, dans mon musée, c'est stable depuis, je suis là depuis bientôt 8 ans, c'est stable depuis 8 ans. Voilà. Par contre, c'est le coût de tout qui augmente. C'est le fonctionnement, c'est les investissements, c'est les expositions coûtent un peu plus cher, même si la crise qu'on vient de vivre remet vraiment très en avant des problématiques de développement durable, de modularité, etc. Et c'est tant mieux parce que ça remet les choses un petit peu aussi peut-être plus prégnantes et plus claires. Mais je suis assez d'accord sur le fait que des collaborations, des partenariats, ça existe depuis longtemps. Le tout, c'est de bien les choisir, de savoir où on met le curseur, de savoir ce qu'on veut faire véhiculer aussi de l'image du musée. Voilà, je pense que j'imagine quand on est, enfin moi c'est mon point de vue, donc j'imagine qu'il est partagé. C'est comment on n'abîme pas aussi l'histoire ou l'identité d'une institution très ancienne et qui véhicule des messages d'exigence, aussi des messages, c'est un point sur les expositions de mode, des exigences d'accessibilité. Donc il ne faut pas non plus renvoyer quelquefois l'idée que le musée est encore un lieu très élitiste. Donc je trouve que de ce point de vue-là, le fait de s'allier avec Uniqlo, Peter Saville, enfin voilà, ça fait quand même des gens intéressants. Peut-être que j'aurais pas fait la collection comme ça, mais c'est autre chose. Mais je trouve que ça ouvre quelque chose d'assez humain, d'assez chaleureux. Je crois qu'aujourd'hui, le curseur, et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il revient à chaque établissement et d'être dans une ligne claire. Et c'est vrai que, bon, il y a la question de ces publi-expositions. Le problème, c'est que ces maisons de luxe ou de mode sont très malines aussi. Elles font quelquefois appel à des personnalités qui font aussi partie de ce monde-là. Donc, ça peut créer quelquefois un brouillage supplémentaire. Euh, c'est en même temps des questions qu'on ne se pose pas dans d'autres domaines. On en parlait l'autre jour avec les étudiantes quand on a parlé dans l'art contemporain, par exemple, on se pose pas toujours la question de savoir si c'est tout à fait normal qu'une galerie soutienne l'exposition d'un de ses artistes dans un lieu muséal, etc. Ou qu'il y ait voilà. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu aussi cette idée que il faut être clair, il faut être transparent. Les comptes des institutions sont
sont normalement publics et transparents, n'est-ce pas? Donc voilà, ça, c'est la question. Mais ça doit apparaître comme tel. Voilà, où est le partage des eaux, quel est le partage des responsabilités, et in fine, le fait. Et je dois dire que en peu d'années, j'ai quand même vu l'évolution de beaucoup de ces maisons, hein. Elles ont compris aussi les risques qu'il y avait à porter un discours qui était brouillé. Je vous parlais de Louis Vuitton Marc Jacobs tout à l'heure, qui avait été une exposition qui a été très critiquée à l'époque. Je crois que ça n'a pas beaucoup. Enfin, à un moment donné où cette ébullition médiatique n'a pas non plus beaucoup plu du côté de la maison. Et, euh, et j'avoue que quand on a fait Dior, j'étais très. Oh là là, où est-ce qu'on met les pieds? Et eux aussi d'ailleurs, parce que oh là là, donc en même temps, ces maisons, elles évoluent. Il y a des nouveaux profils qui arrivent chez elles aussi. Je pense qu'elles sont aussi bien sous pression d'un certain nombre de problématiques sociétales. Et je pense que c'est pas mal aussi qu'elles comprennent que le musée aussi peut avoir ces pressions sociétales très fortes, de ces grands changements, de ces grands phénomènes, et que, bah, voilà, euh, si elles respectaient les musées aussi, et ce qu'est un musée, ça fait partie aussi de ces phénomènes de grands changements aussi d'appréhension des faits, pour moi, des faits de société, d'une certaine manière. Si on ne respecte pas ça, on passe un peu à côté de ça. Et je pense que depuis un an, elles sont quand même pas mal dans l'œil du cyclone. Et je vois bien dans les rapports qu'on a, nous, actuellement, avec certaines de ces maisons, ça a créé quand même des changements, une écoute qui est un peu différente. Et puis après, c'est la clarté du discours qu'on leur porte. Moi, quand je me présente, je leur dis que je suis l'emmerdeur. Voilà, c'est celui qui va empêcher que ça soit exactement comme ils s'y attendaient, mais plutôt créer des surprises qui ne voyaient pas. Et en fait, ça se passe plutôt bien quand on est dans la clarté. Et c'est vrai que le co-branding, euh, après, effectivement, c'est comme le dit Olivier Gabès, c'est la question de la limite, c'est-à-dire quelle est la contrepartie. Là, le Louvre a sorti Uniqlo alors que le Louvre est fermé. Moi, je m'interroge sur la façon dont il l'aurait fait avec le musée ouvert. Où aurait été la présence d'Uniqlo au sein du musée? Ça, j'aurais bien aimé le savoir. Alors, je sais qu'Uniqlo doit financer les samedis gratuits, comme il le fait au MoMA, parce que de toute façon, c'est une opération qui est totalement calquée sur ce que fait Uniqlo avec le MoMA. Bon, ça, c'est pas très original, finalement. C'est pas très novateur. Euh, mais de savoir où est la présence de la marque. Pour les autres partenariats que le Louvre a fait auparavant, avec Officine Bully et Swatch, il y avait un corner, mais dans la rue qui mène à la pyramide souterraine, où il y avait un petit espace commercial, mais enfin, c'était pas dans le musée, c'était même pas sous la pyramide, c'était dans l'espace commercial, l'allée commerciale. Sachant qu'il y a des velléités de marque de pouvoir pénétrer le musée en lui-même. Donc là, c'est un peu comme le mécénat, c'est de savoir de marquer la frontière et de choses à pas dépasser. Voilà. Merci, c'est très intéressant d'avoir deux points de vue comme ça sur une même question, donc merci beaucoup. Nous avions une autre question dans le chat qui était qu'est-ce que vous pensez des contestations qu'il y a pu avoir contre certaines marques qui ont été les mécènes de musées, comme ça avait été le cas avec Total, qui était le mécène du Louvre, ou encore le British Petroleum, qui était le mécène de la Tate? Bah, ça, on est en plein dans les sujets de société, voilà, du développement durable. C'est vrai que Total, enfin, il y a des mouvements de contestation très très forts en Angleterre, où les militants sont extrêmement organisés et très pro dans leur happening très artistique, pour envahir les musées et faire abandonner au musée le mécénat des entreprises pétrolières. Le phénomène essaie de s'implanter en France. Ça, c'est des questions déontologiques et après de conscience de chacun, de ce qu'on pense des entreprises comme ça dans la société. Sachant que Total, c'est vrai que ça fait très longtemps, enfin, compte il utilisait le mécénat. Quand il a mécéné la galerie d'Apollon au Louvre, c'était juste après, je ne sais plus quel naufrage d'un de ses pétroliers en mer qui avait causé des dégâts monstrueux, et le mécénat a suivi de pas longtemps, et qu'il y avait de manière évidente une volonté justement de communiquer auprès du public et justement de redorer son image. Euh, donc je ne sais pas si en France ça aboutira à un lâchage des institutions. Enfin si ça prend trop d'ampleur dans l'opinion, c'est sûr que les musées
lâcheront total, comme ça a été le cas pour Saclair. Plus discrètement, il y a les industries du tabac qui étaient quand même présentes dans les musées français de manière assez discrète et qui maintenant sont interdits par la loi suite au lobbying de la plus grande association contre le tabac, chose qui est passée assez inaperçue. Mais en tout Il cas, y avait la galerie de la CIA, qui était une galerie merveilleuse, où il y avait des très très belles expositions pendant des années. Et maintenant, c'est vraiment, enfin, c'est dans la loi, c'est interdit comme pour l'alcool. Donc, ça arrive qu'effectivement, il y a des mécènes, enfin des entreprises qui soient lâchées. Mais ça, c'est une question de société. Mais c'est vrai que Total est extrêmement présent dans les musées français. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec Total, c'est de voir la carte de leur implantation dans le monde et de voir la carte de leur mécénat dans le monde. Voilà, on peut les superposer de manière parfaite. Donc, c'est clairement un outil de communication et de stratégie pour Total. Ah, problème de son. Nous avons une autre question, c'est pour ça. Voilà, voilà, merci. Donc, nous avons une nouvelle question dans le chat qui est: comment jugeriez-vous la situation française au regard d'autres institutions à l'étranger, comme Guggenheim, qui, elles, ouvrent largement les vannes? Est-ce un avenir possible en France? Je ne pense pas, parce que de toute façon, l'économie n'est pas du tout la même. Comme l'a rappelé Olivier Gabel, l'État soutient fortement la culture en France. Donc, ça ne pourra jamais prendre les proportions comme aux États-Unis, où les musées sont même à s'interroger de revendre leurs œuvres pour pouvoir se financer. Donc, de toute façon, en France, c'est un complément. De toute façon, comme pour le mécénat, et d'ailleurs, le mécénat, il est quand même assez fluctuant, et un musée ne peut pas se baser uniquement sur l'argent venant du mécénat, parce qu'il y a des bonnes années et des années beaucoup moins bonnes. Donc, mais c'est sûr que ça heurte notre esprit français. Et ce que je vous disais au départ, enfin moi, je me suis aussi concerné, c'est qu'il y a un malaise du rapport entre le musée et l'argent. Ça, c'est à tout niveau. Et donc, il y a une sorte de répulsion vers ces phénomènes-là. Mais comme on l'a dit, c'est de marquer les limites qui est important. Par contre, le pouvoir n'est pas tout le temps présent justement pour marquer les limites. Il laisse un peu les musées se débrouiller avec cet encouragement à augmenter leurs ressources propres sans intervenir, et il les laisse se dépatouiller dans des situations pas toujours faciles. Donc, il faudrait peut-être aussi plus de courage du monde politique sur ces questions-là. Il y a quand même des contradictions entre vouloir encourager, d'augmenter les ressources propres, encourager le mécénat, après de reprocher que parfois les musées vont trop loin, quoi. Merci. Et donc, en réalisant ce type d'opération, ne considérez-vous pas que le musée tend à adopter certains codes entrepreneuriaux et, pour ainsi dire, à se transformer lui-même en marque? Ah bah, de toute façon, ce sont des marques, puisque ce qu'on l'a dit, on vit dans une société de marques où tout est marque. Même nous, quoi, tout le monde, tout véhicule une marque. Et d'ailleurs, c'est une notion hyper ancienne, comme l'a rappelé, je ne sais plus, c'est François Mérès, sur le thème de la réputation et de l'image, enfin l'image qu'on véhicule, que tout véhicule. Donc, les musées sont des marques. Elles ont été encouragées à déposer leur nom dans les années, après les années 2000, et puis de les valoriser. Mais après, tout dépend effectivement de ce qu'on en fait. C'est vrai que moi, ce qui m'a étonné quand j'avais enquêté sur le co-branding, c'est qu'au Louvre, ils sont quand même vraiment très, très professionnalisés. C'est-à-dire qu'ils ont fait des études, des études de marché. Ils ont un book, comment on appelle ça, dans la publicité, là, pour définir leur image, mais que ce soit en termes de couleur, en termes de forme, en termes de matière, enfin, un cahier de tendance. J'étais étonné, quoi, que ça aille aussi loin, quoi, que c'est pas du tout artisanal pour eux, quoi. C'est vraiment un phénomène professionnel. Mais bon, que le Louvre soit une marque, qu'elle ait une image, qu'elle ait une image à défendre dans le monde, c'est évident, quoi, c'est indéniable.
comme pour tous les musées. Si je puis me permettre d'ajouter quelque chose, je crois que c'est dans ce dialogue justement entre les maisons et les musées, puisque du coup on parle d'idées de marque, donc pour un peu différencier. En fait, je pense même que des fois les musées ont beaucoup à apprendre des marques. Parce que les marques, elles sont très exigeantes par rapport à elles-mêmes, etc. Et moi, je sais que dans certaines discussions que j'ai pu avoir quelquefois avec des dirigeants de maisons de luxe sur des projets, etc., c'est de dire à un moment donné, mais ça, vous ne le feriez pas vous ne le feriez pas pour vous, donc je ne vais pas le faire pour le musée non plus. Et en fait, quand Bernard parle justement d'être à armes égales et quelquefois d'avoir le soutien de la puissance publique, c'est aussi pour nous, quelquefois, pour pouvoir le dire. C'est-à-dire de dire à un moment donné, écoutez, certainement la Maison Dior ne ferait pas n'importe quoi, et bien le musée d'art décoratif ne va pas faire n'importe quoi non plus. Parce qu'en fait, ils ont quand même une très grande conscience de ne pas abîmer les choses. Et quand vous parlez, Bernard, de tout ce qui est professionnalisme dans les musées pour accompagner tout ça, ça va de soi que c'est un point commun qu'on a avec ces maisons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait très attention, on met les pieds, avec qui on parle, parce que vous savez, il suffit d'une campagne publicitaire ratée qui envoie un mauvais message ou qui a un message qui peut être mal perçu par une catégorie de la population aujourd'hui, et vous pouvez, du jour au lendemain, perdre des parts de marché dans tel ou tel pays, etc. Donc, ils sont en fait très précautionneux par rapport à la façon dont on utilise leur nom, dont on le met en scène, dont on en parle. Et je pense que ça, les musées, en fait, enfin moi, c'est ma politique à moi, c'est de dire à un moment donné, puisque je comprends très bien que la marque fasse très attention, parce que, vous savez, il parle beaucoup de cette idée de l'ADN de la marque, j'aime pas trop l'expression, mais l'ADN de la marque, etc. Bon, il y a aussi un ADN des musées, et d'une certaine manière, chaque musée a son ADN, et c'est aussi aux dirigeants des musées, à un moment donné, de le faire respecter en disant, ça, non, ça, on ne fera pas, parce qu'en effet, c'est dégradant par rapport. Et en fait, ils le comprennent assez bien dans les relations, quand il peut y avoir une forme de tension, etc. Ils le comprennent assez bien, parce qu'à un moment donné, je vous donne un exemple, au moment de l'exposition Dior, quelqu'un avait eu l'idée, du côté de la maison Dior, de faire un podium avec des bouteilles de Dior J'adore. J'arrive dans une réunion et je vois ce truc et je dis, ça va pas être possible. J'ai cru que c'était une blague. On me dit, mais c'est pas du tout une blague, c'est vraiment bien, etc. Je dis, non, ça va pas être possible. D'abord parce que c'est plouc, c'est pas chic. D'abord, c'est pas chic. Vous êtes une maison très sophistiquée. Ça, c'est quand même pas très, très chic. Je sais pas qui avait eu l'idée, mais bon, quelqu'un de passage sans doute. Euh, et j'aurais dit, vous savez, je pense que Bernard Arnault ne ferait pas ça à la Fondation Louis Vuitton. Et il aurait raison. Donc, Olivier Gabé, tout petit qu'il soit, ne fera pas ça non plus au Musée des Arts Décoratifs. Et le truc a été fini, on n'en a plus entendu parler. Mais juste, en fait, ce langage-là avait été entendu. C'est à un moment donné, nous, on comprend très bien que vous avez une certaine exigence par rapport à ce que véhiculent les médias, les journalistes, les clients potentiels sur ce qu'est votre marque. Alors, pensez que nous, les musées, nous avons absolument les mêmes exigences par rapport à nos visiteurs, par rapport à nos confrères à l'international, par rapport aux autres musées, par rapport à la presse et aux médias. Et ça, je pense que c'est un message qu'il faut faire passer de façon très forte, parce que c'est ça qui crée une forme d'équilibre et de vrai dialogue, et pas de dialogue faussé. Mais bon, c'est vrai que ce dont on parle, ça concerne pas beaucoup de musées, quoi. C'est surtout les grands musées. Enfin, c'est toujours la même injustice que pour le mécénat, c'est-à-dire que les musées qui peuvent s'adonner à ce genre d'opération, c'est quand même des grands musées. Donc, et il y a la concurrence, comme vous le dites, internationale, puisque le Louvre doit défendre sa position de premier musée au monde. Et voilà, donc ils regardent ce que font les partenaires à l'étranger. Et il y a une imitation des pratiques, de toute façon. Et donc, cette imbrication de la culture et des logiques de marché influence-t-elle réellement la relation des institutions et des marques envers les publics et sont-ils perçus comme des clients plus que des visiteurs? Enfin, moi, je l'ai souvent dénoncé, mais de toute façon, même des fois, c'est carrément écrit dans le. Enfin, je pense à Versailles où, quand vous envoyez un mail pour avoir une information, vous répondez, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais cher client. C'est écrit en toutes lettres, ce qui m'avait toujours choqué. C'est que le musée s'est modernisé et épousé les techniques des années 80 managériales, et donc à considérer les visiteurs comme des clients, et d'ailleurs à fidéliser. C'est-à-dire que les cartes de fidélité, ça vient de là. Donc, effectivement, il y a une imitation des techniques commerciales
dans les musées vis-à-vis des visiteurs, ça c'est une évidence. Alors, c'est vrai qu'il y a le souci de perdre sa fonction première, qui est de rendre un service public. Par contre, moi, ce qui m'a toujours choqué, c'est qu'il y a cette notion de client qui vient un peu étouffer celle de visiteur, mais par contre, il n'y a pas toujours les conditions de visite optimum qui vont avec. Et que parfois, on est peut-être mieux traité dans certains grands magasins, dans certains magasins, que dans une exposition où on fait la queue très longtemps, où les conditions de visite sont épouvantables parce qu'il y a trop de monde. En fin de compte, là, quand Olivier Gabet dit que les marques ont des choses à apprendre au musée, c'est aussi vrai dans ce sens-là. C'est-à-dire de gérer le flux, gérer la foule. Ce sont des techniques qui s'apprennent. Et donc, ce serait peut-être bien que là, certains musées voient comment, dans les magasins, ils font pour gérer les flux, quoi. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, ce qui m'avait amusé, c'est que quand il y a eu l'épisode Vermeer au Louvre, où le Louvre était complètement débordé pour gérer les réservations en ligne, etc., et c'était une catastrophe. J'en avais discuté un jour avec les gens de la Fondation Vuitton, et ils m'avaient dit que le musée du Louvre avait appelé la Fondation Vuitton pour savoir comment eux, ils géraient. Parce que c'est vrai que la Fondation Vuitton, ils ont une façon de gérer les visiteurs qui certainement vient de leur culture d'entreprise et commerciale, qui est impressionnante, alors qu'il y a eu une foule considérable pour plusieurs expositions, où tout était calibré à un horaire précis, et ce que ne savait pas faire le Louvre. Donc là, il y a des choses à apprendre. Je rejoins Bernard, ils ont une tradition, ils ont des moyens très différents. Moi, je sais que pour l'exposition Dior, il y avait des personnes qui allaient dans les files d'attente pour dire voilà, est-ce que quand il faisait chaud, est-ce que vous voulez vous rafraîchir? Enfin, des choses qu'on ne peut pas faire nous en temps normal. D'abord parce que je pense que, en effet, il y a une culture d'entreprise qui est différente. Il faudrait voir si on arriverait à faire adhérer tout le personnel à ce genre de pratique aussi, parce que c'est des vrais changements très profonds aussi dans tout ça. Mais c'était assez fascinant, parce qu'ils avaient, en effet, comme le dit Bernard, totalement... et on a beaucoup appris. Hein. Je sais que toute l'équipe de l'accueil du musée se souvient de ce moment qui était assez tendu, parce qu'il y avait beaucoup de visiteurs, mais avec une certaine nostalgie, parce que ils ont appris beaucoup de choses aussi. Et tout ça dans une espèce d'atmosphère aussi extrêmement respectueuse. Donc, en effet, c'est jamais très simple et c'est jamais totalement manichéen, tout ça. Il y a toujours des choses plus subtiles qui se dégagent. Mais en tout cas, c'est vrai que s'il y a des techniques qui peuvent aider le musée à être mieux géré, c'est une chose. Mais c'est vrai qu'il ne doit pas oublier sa mission essentielle, qui est un service public, et que le visiteur, ce n'est pas un client, quoi. Enfin, je ne pense pas. C'est un citoyen qui fait l'effort de venir au musée pour découvrir des choses, mais ce n'est pas un client. Bon, après, il y a toutes les questions de tarification qui posent problème dans le même sens, où on voit des techniques commerciales qui sont appliquées à la tarification et qui posent problème, quoi. Donc c'est vrai qu'on oublie, et il n'y a pas vraiment de défense du visiteur en tant que tel, alors que le consommateur, parfois, est mieux défendu dans le secteur commercial. Merci. Et donc, pour cette dernière question, on va un peu s'éloigner du mécénat ou du co-branding, mais c'est vrai qu'on remarque aussi qu'il y a des marques qui font le choix, du coup, de s'émanciper du cadre institutionnel que proposent en fait les établissements culturels pour créer leur propre institution, comme on l'a vu tout à l'heure avec la Maison Vache-Qui-Rit. Est-ce que vous pensez, enfin, est-ce qu'il faut y voir une manière de valoriser un savoir-faire et par la même occasion de s'émanciper des enjeux commerciaux? Ou au contraire, est-ce que c'est pas plutôt une opération marketing et communicationnelle pour du coup accroître en fait la notoriété de la marque? Je pense que la personne là pour le musée Vache-Qui-Rit l'a bien dit, c'est que si un musée fait partie de l'entreprise, c'est sûr que l'entreprise, elle ne va pas tirer contre elle. Donc, il y a peut-être des informations qui vont être mises un peu sous le tapis, ça c'est sûr, mais que les musées, les entreprises ont un patrimoine, ça c'est évident, ont de plus en plus conscience. Il y a
beaucoup de musées d'entreprises. Il y a même un guide du routard qui est sorti, moi que j'ai. C'est impressionnant de voir tout ce qui existe, et aussi parce qu'il y a une curiosité du public pour découvrir les coulisses des entreprises. Enfin, moi, je trouve ça, c'est pas choquant que une entreprise crée son musée. Après, effectivement, enfin, moi, en tant que visiteur, j'aurais une méfiance sur le contenu, même s'il est bien fait, parce que je pense pas que l'entreprise va révéler des choses négatives. Enfin, je sais que pour les grandes marques de luxe françaises, ce qui revient toujours, c'est l'attitude qu'ont eu ces marques pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, dans toutes les expositions de marques, ça n'apparaît jamais. C'est occulté, soit pour Chanel, pour Vuitton, etc. C'est une période qui est totalement absente. Donc, mais qu'une entreprise fasse son musée, ça, oui, pourquoi pas, hein. Donc, merci pour toutes vos réflexions qui ont été très enrichissantes et très intéressantes. Il est maintenant temps pour nous de clôturer cette magnifique journée d'études qui a été très, très enrichissante pour nous tous et nous toutes, donc étudiants et étudiantes. Donc, tous les étudiants et les étudiantes du Master 2 de médiation du patrimoine, ainsi que Madame Françoise Chatillon, donc professionnelle des musées, mais aussi notre enseignant qui a pu nous aider dans ce projet. Nous souhaitons remercier tous les intervenants et intervenantes pour leur présence et le partage de vos connaissances et réflexions autour des musées et des marques. Nous souhaitions aussi remercier le Musée des Arts Décoratifs pour leur soutien, ainsi que l'Université Sorbonne Nouvelle et plus particulièrement le service d'Enum, grâce à qui nous avons pu retranscrire cette journée en ligne. Un merci à tous nos camarades avec lesquels nous avons construit et organisé cette journée d'études qui clôture aussi notre année. Merci à toutes et tous pour votre participation. Et donc, nous vous rappelons que toutes les interventions seront disponibles sur ce même lien YouTube. Donc, n'hésitez pas à le consulter par la suite. Merci à vous toutes et tous et bonne soirée à vous. Merci. Bravo. Merci beaucoup.